Imaginez travailler 11 ans dans l'ombre, courbé sur la terre, sans jamais rien attendre en retour. Puis, un matin glacial à 6h15, votre oncle vous tend silencieusement les clés d'un tracteur neuf et déclenche, sans un mot, une guerre familiale brutale. Car lors son propre fils, l'héritier légitime par le sang mais absent par l'effort, a découvert sa place prise, il n'a pas seulement crié au scandale, il a juré de me détruire. J'ai vu ma réputation s'effondrer, impuissant face à ces mensonges. Je croyais avoir tout perdu, jusqu'à ce que le patriarche rompe enfin son silence. Ce qu'il a révélé ce soir-là dans la grange n'a pas seulement brisé son fils. Cela a changé ma vie pour toujours. Vous devez entendre cette vérité. Avant de découvrir comment ce silence a failli déchirer notre famille, j'ai une question pour vous. Depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Je suis curieux de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Et si vous croyez, comme moi, que le respect se gagne et ne s'hérite pas, laissez un j'aime dès maintenant et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. C'est fait? Alors, retournons à ce matin glacial d'avril. C'était un matin d'avril, de ceux qui portent encore en eux la morsure de l'hiver, où le givre s'accroche aux barrières comme une vieille promesse refusant de fondre. Il était 6h15. L'air était immobile, suspendu dans ce silence particulier qui précède le réveil du monde, un silence que seuls les hommes de la terre connaissent vraiment. L'odeur familière du diesel, de la paille humide et du cuir froid émanait de la grange ouverte, une odeur qui avait été le parfum de fond de toute ma jeunesse. C'est là, dans cette pénombre bleutée, que mon oncle m'a tendu les clés. Il n'a pas prononcé un mot, pas une seule syllabe. Il n'y a eu aucun discours solennel, aucune explication, aucun de ces moments cinématographiques où le patriarche pose une main lourde sur l'épaule du successeur pour lui transmettre la sagesse des ancêtres. Rien de tout cela. Earl a simplement émergé de l'ombre de la grange, ses bottes crissant à peine sur le gravier. Il s'est arrêté devant moi, a plongé sa main dans la poche de sa veste en toile élimée et en a sorti cet objet scintillant. Il a ouvert sa paume, large et calleuse, une main qui ressemblait à une carte géographique faite de cicatrices et de terre incrustée, et a laissé la clé reposer là, offerte à la lumière naissante. Il me regardait comme Earl Hutchkin avait regardé chaque chose au cours de son existence, avec un calme absolu, une certitude inébranlable et une indifférence totale pour ce que le reste du monde pouvait bien en penser. C'était un regard qui ne demandait pas l'approbation, un regard qui constatait les faits, rien de plus. Je suis resté là, figé, les bras ballants le long du corps. Je n'ai pas tendu la main immédiatement, non pas par refus, mais parce que mon esprit n'arrivait tout simplement pas à traiter l'information. La scène semblait irréelle. Une clé de contact neuve, frappée du logo vert et jaune, brillait dans la main de cet homme qui n'avait jamais rien donné sans qu'il ait une raison pragmatique derrière. « Oncle Earl » ai-je fini par murmurer, ma voix brisant maladroitement le silence sacré de l'aube. « Qu'est-ce que c'est » Il n'a pas répondu. Il n'a même pas scié. Il a simplement gardé sa main tendue, patient comme un vieux poteau de clôture qui a vu passer des décennies de tempête sans jamais bouger d'un pouce. Il attendait que je prenne ce qu'il m'offrait, non pas comme un cadeau, mais comme une évidence. Le temps semblait s'être dilaté. Je sentais le poids de son regard, non pas jugeant, mais expectant. Il y avait dans cette immobilité une forme de test, ou peut-être une validation que je ne comprenais pas encore. Alors, presque malgré moi, j'ai levé ma propre main. Mes doigts ont effleuré le métal froid de la clé. Au moment où je l'ai saisie, au moment où le poids de cet objet est passé de sa paume à la mienne, j'ai senti quelque chose de lourd s'installer entre nous. Ce n'était pas seulement du métal taillé. C'était une charge, c'était une histoire, et sans que je puisse encore le nommer, je savais que cet instant précis, aussi silencieux et modeste fut-il, venait de briser l'équilibre fragile de notre famille. Earl a refermé sa main vide, a hoché la tête une seule fois, imperceptiblement, et s'est détourné pour regarder vers les champs qui s'étendaient au loin, laissant la clé brûler comme une braise glacée au creux de ma main. Il faut comprendre qui était Earl Hutchkin pour saisir la véritable densité de ce silence. Car si vous ne comprenez pas l'homme, rien de ce qui allait suivre n'aurait le moindre sens. Earl avait 71 ans ce matin d'avril 2019 et il avait passé l'intégralité de sa vie adulte à travailler les mêmes 180 acres de terre basse du Kentucky. C'était une terre noire, lourde, gorgée d'une eau ancienne, le genre de sol qui exige une soumission totale avant d'offrir la moindre récompense. C'était une terre qui savait faire la différence entre un homme qui la possède sur le papier et un homme qui lui appartient par l'âme. Earl appartenait à cette terre. Il avait hérité de son père à l'âge de 24 ans, l'année même où il avait épousé ma tante Loretta, et durant les 47 années qui séparaient cet héritage du moment où il m'avait tendu ses clés, il n'avait jamais pris un seul jour de vacances. Jamais une seule fois il n'avait laissé le soleil se lever avant lui. Jamais une seule fois il n'avait prononcé plus de mots que la situation ne l'exigeait strictement. C'était cela, l'essence d'Earl,
une économie implacable. Il était économe de tout, de son temps, de son argent, et surtout de ses paroles. La ferme n'était pas son métier, c'était sa respiration, son architecture intérieure, et il la dirigeait exactement comme il se dirigeait lui-même, calmement, régulièrement, sans drame et sans plainte. Pour lui, le bruit était une forme de gaspillage, une énergie perdue qui aurait dû être consacrée au labour ou à la récolte. Les voisins le respectaient avec cette déférence que l'on accorde aux monuments anciens ou aux chênes centenaires. Le bureau agricole du comté avait utilisé son exploitation à 2 reprises comme modèle pour les jeunes agriculteurs tentant d'apprendre les pratiques durables, non pas parce qu'il investissait des sommes folles dans la technologie, mais parce qu'il portait une attention au sol que la plupart des hommes ne portent à rien, ni à personne. Ses rendements de maïs figuraient constamment parmi les plus élevés de la région. Ce n'était pas de la chance. Earl ne croyait pas à la chance. Il croyait à l'observation. Il savait lire la couleur d'une feuille de soja à 50 mètres pour savoir s'il avait soif ou si elle manquait d'azote. Il savait, à la simple odeur de l'air un soir d'octobre, exactement à quelle heure la pluie allait commencer à tomber. C'était un dialogue silencieux et ininterrompu entre l'homme et la matière. Il avait appris, à la dure, que cette terre noire récompense l'homme qui la traite avec droiture, mais qu'elle punit impitoyablement celui qui la néglige. Pour Earl, l'agriculture n'était pas une industrie, était une forme de justice morale. On récoltait exactement ce que l'on avait semé, ni plus, ni moins. Il n'y avait pas de politique dans le blé, pas de favoritisme dans le foin. Juste le résultat brut de l'effort honnête. C'est pourquoi son geste, ce matin-là, ne pouvait pas être anodin. Earl Hutchkin ne faisait rien par impulsion. S'il sortait de sa grange à 6h15 pour me remettre les clés d'un tracteur neuf, ce n'était pas un caprice de vieillard. C'était la conclusion d'un raisonnement qu'il avait mûri seul, pendant des heures, sur le siège de sa moissonneuse ou en réparant des clôtures sous la pluie battante. C'était un verdict, et en me tenant là, face à lui, je commençais à comprendre que ce silence n'était pas vide. Il était plein de tout ce qu'il avait vu, jugé et décidé au cours des décennies passées sur cette terre qui ne ment jamais. Et puis, il y avait Raymond, le fils unique, l'héritier désigné par la génétique et la convention, mais étranger par tout le reste. Raymond avait 44 ans, les épaules larges et cette carrure imposante qui fait illusion de loin. C'était un homme bruyant, de cette manière spécifique qu'ont les hommes qui n'ont jamais eu besoin de mériter l'attention d'une pièce pour la capturer. Ils la prennent, tout simplement, comme un dû. Là où Earl était une forteresse de silence, Raymond était une tempête de revendications. Il avait grandi sur cette ferme comme certains grandissent dans une maison sans jamais vraiment l'habiter, présent de corps, mais absent d'investissement. Il connaissait les lieux, certes, mais il n'en connaissait pas l'âme. Il traversait les champs, mais ne les comprenait pas. Raymond avait quitté la terre à 22 ans pour Lexington, attiré par les lumières de la ville et la promesse d'une vie plus facile, plus brillante, loin de la boue et des horaires impitoyables des semailles. Il était revenu 9 ans plus tard, à 31 ans, la queue basse, après qu'une entreprise commerciale eût mal tourné. Il avait eu besoin d'un endroit où atterrir, et la ferme avait toujours été là, patiente, comme un filet de sécurité qu'il méprisait pourtant en secret. Depuis son retour, il était resté attaché à l'exploitation de manière lâche, un lien distendu et opportuniste. Il aidait quand cela l'arrangeait, quand le soleil brillait et que le travail pouvait être fait depuis la cabine climatisée d'une moissonneuse, mais il disparaissait dès que la tâche devenait ingrate, dès que le gel mordait les doigts ou que la mécanique tombait en panne au milieu de la nuit. C'était là le drame de Raymond. Il voulait le prestige de la terre sans la servitude qu'elle exige. Lors des réunions de famille ou des barbecues du dimanche, il se tenait debout, une bière à la main, parlant fort, s'appropriant les réussites de la saison. « Nous avons fait une belle récolte cette année, » disait-il, utilisant ce « nous » royal avec une aisance déconcertante. Il se présentait comme fermier aux gens de la ville, jouant le rôle du propriétaire, terrien avec une sorte de théâtralité bourgeoise. Mais les hommes qui cultivaient vraiment la terre, ceux dont les ongles restaient noirs même après 3 lavages, ne disaient rien quand ils parlaient. Ils baissaient les yeux vers leurs assiettes, échangeant parfois un regard rapide, imperceptible, chargé de ce jugement silencieux que les travailleurs portent sur les imposteurs. Raymond voyait la ferme comme un actif, une ligne sur un bilan comptable, un héritage qui lui était dû par le simple fait de sa naissance. Il ne comprenait pas que la terre ne se possède pas par le sang, mais par la sueur. Il vivait dans l'illusion confortable que le nom de Hutchkin suffisait à lui donner de l'autorité. Il ignorait, ou choisissait d'ignorer, que le respect d'un homme comme son père ne se transmet pas comme un titre de propriété. Earl le savait. Les voisins le savaient. Et au fond de moi, je pense que Raymond le savait aussi. Et c'est cette insécurité profonde, masquée par son arrogance, qui le rendait si dangereusement volatile.
Il était le fils de l'absence, l'homme qui voulait récolter sans avoir jamais vraiment semé, et sa présence sur la ferme ressemblait à une note fausse dans une symphonie parfaitement accordée. Et puis, il y avait moi, James Callaway. Je n'étais pas un Hutchkin par le nom, mais je l'étais par le sang, par le frère cadet d'Earl, mon père. Il était mort d'une crise cardiaque foudroyante alors que je n'avais que 19 ans, me laissant orphelin avec pour seul héritage une vérité brutale et glacée. Un homme doit construire lui-même le sol sur lequel il entend se tenir, car rien, absolument rien, n'est jamais garanti. Cette perte m'avait laissé avec un vide immense, une sorte de vertige que seule la lourdeur rassurante de la terre parvenait à apaiser. J'avais commencé à aider Earl les week-ends pendant mes années de lycée, non pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que la ferme me semblait être le seul endroit au monde où l'équation de la vie était juste. C'était un sanctuaire de logique brute. Le travail que vous y mettiez était exactement égal à ce qui en ressortait. Il n'y avait pas de politique de bureau, pas de sourire faux, pas de favoritisme. Il n'y avait que le sol, la semence et le résultat honnête. Après la mort de mon père, j'ai commencé à venir plus souvent. Puis, c'est devenu une habitude, une nécessité, presque une religion. La plupart des semaines, j'étais là 4 ou 5 jours, travaillant aux côtés d'Earl bien avant que le soleil ne déchire l'horizon, jusqu'à ce que la lumière s'épuise le soir. Pendant 11 ans, ce fut notre arrangement tacite. Earl ne m'a jamais proposé de salaire fixe, au-delà des repas partagés dans la cuisine silencieuse, occasionnellement, d'une enveloppe blanche remplie d'argent liquide au moment de la récolte. Je ne comptais jamais les billets devant lui. Jamais. Je glissais l'enveloppe dans ma poche sans un regard, par respect. Je ne venais pas pour l'argent. Je venais parce que le travail me stabilisait. Je venais parce que la fatigue physique, cette bonne fatigue qui vous brise les muscles mais qui nettoie l'esprit, était le seul remède que j'avais trouvé contre le chaos du monde. Et il y avait Earl, malgré son silence, ou peut-être grâce à lui, il avait cette manière unique de vous faire sentir que ce que vous faisiez avait une importance capitale. Il ne le faisait pas avec des compliments. Earl ne savait pas faire de compliments. Il le faisait par le compagnonnage. Il le faisait en travaillant à votre rythme, épaule contre épaule, en chargeant des bottes de foin ou en réparant une transmission hydraulique sans avoir besoin de dire « passe-moi la clé de 12 ». Il le faisait par la confiance. Quand il vous confiait une tâche complexe et qu'il s'éloignait sans jamais se retourner pour vérifier si vous le faisiez bien, il vous offrait la forme la plus pure de respect qu'un homme puisse témoigner à un autre. C'était une éducation sans manuel, une transmission par l'osmose de l'effort partagé. J'ai appris à lire ce silence comme on lit une carte routière. J'ai appris que lorsqu'il s'arrêtait pour essuyer son front et regardait vers l'ouest, c'était une invitation à faire une pause, pas un ordre. J'ai appris la dignité de l'effort invisible. Raymond savait que j'étais là. Raymond savait que je passais mes journées dans la graisse et la poussière. Mais Raymond s'en moquait tant que personne n'attendait de lui qu'il soit là, à 5h30 du matin, à faire la même chose. Pour moi, ces 11 années n'étaient pas un sacrifice. Elles étaient une construction. J'étais devenu, sans le savoir, l'ombre fidèle d'Earl, et dans cette ombre, j'avais trouvé ma propre lumière, forgée dans la sueur et la rectitude de l'ouvrage accompli. Tout a basculé un mardi d'avril, lorsque la mécanique du destin a pris la forme concrète et imposante d'un camion à plateau venant de chez Henderson Farm Équipement. Le véhicule a remonté l'allée de gravier d'Earl avec un grondement sourd, soulevant un panache de poussière blanche qui est resté suspendu dans l'air immobile du matin. Sur le plateau, sanglé comme une bête sauvage que l'on vient de capturer, trônait un John Deere 6120M flambant neuf. Il était d'un vert forêt profond, rutilant sous le soleil précoce du Kentucky, ses jantes jaunes brillant comme de l'or frappe. C'était bien plus qu'une simple machine agricole, c'était une déclaration. Dans le monde de l'agriculture, un tel achat ne se fait pas à la légère. C'est un investissement sur 20 ans, une promesse faite à l'avenir, un pacte de productivité scellé dans l'acier et l'hydraulique. Earl est sorti de la maison, un stylo à la main, avec cette démarche mesurée qui était sa signature. Il n'a pas souri en voyant le tracteur, mais j'ai vu ses yeux parcourir les lignes du capot, inspecter les pneus massifs et s'attarder sur la cabine vitrée avec une lueur de satisfaction tenue. Il a signé les papiers de livraison sur le capot du camion, son écriture anguleuse et ferme marquant la page comme il marquait sa terre. Le chauffeur a proposé de descendre l'engin, mais Earl a secoué la tête. C'était à lui de le faire. Il a grimpé dans la cabine, a tourné la clé pour la première fois, et le moteur a rugi, un son puissant, grave, une note basse qui a fait vibrer l'air autour de nous. Il a descendu le tracteur du plateau avec une précision chirurgicale et l'a conduit lui-même jusque dans la grange, le garant exactement à sa place, comme s'il avait toujours été là. C'était un acte de prise de possession totale. En le regardant manœuvrer cette masse d'acier, j'ai compris que ce n'était pas un simple outil qu'il rangeait. C'était un trône.
C'était l'épée du roi, le symbole ultime de la souveraineté sur ses 180 acres. Et le lendemain matin, à 6h15, lorsque cette même clé a atterri dans ma paume ouverte, ce n'était pas seulement le droit de conduire un véhicule que je recevais. C'était l'investiture. C'était la transmission silencieuse du pouvoir, le passage du témoin d'une génération à l'autre, effectué sans notaire et sans testament, mais avec la force irrévocable d'un sacrement. Earl m'avait donné l'épée. Il m'avait armé chevalier de ses champs, me désignant comme le gardien de son œuvre. Mais le temps, comme la météo, change vite dans le Kentucky. À midi ce même jour, alors que le soleil était au zénith et que les ombres s'étaient résorbées sous les objets, une autre note s'est invitée dans la symphonie de la ferme. Le bruit d'un moteur différent, plus agressif, plus pressé. Le pick-up de Raymond a dérapé dans l'allée, soulevant la poussière que le camion de livraison avait laissé retomber des heures plus tôt. Il était midi passé de 15 minutes. J'étais dans le hangar, en train de vérifier les niveaux de fluide du nouveau tracteur, mes mains déjà attachées de graisse, quand j'ai entendu sa voix traverser la cour depuis l'intérieur de la maison. Je n'ai pas distingué les mots exacts, mais le ton était inconfondable. C'était ce timbre particulier, aigu et blessé, que prend la voix d'un homme lorsqu'il sent qu'on lui a volé quelque chose qui, selon lui revenait de droit divin. Raymond était là, et il avait compris. La voix de Raymond, ce jour-là, avait une fréquence particulière. Ce n'était pas un cri, pas encore, mais ce timbre vibrant et acéré que prend la gorge d'un homme lorsqu'il a la certitude absolue d'avoir été lésé. C'était le son de la propriété outragée. J'étais encore dans le hangar à outils, un chiffon huileux à la main, quand Earl est passé devant la porte ouverte, se dirigeant vers la maison. Il m'a jeté un regard rapide, un seul, sans ralentir le pas. Dans cet échange bref, il y avait une reconnaissance tacite. Ses yeux disaient qu'il avait su que ce moment arriverait bien avant que les pneus du camion de Raymond ne crient sur le gravier. Il s'y était préparé depuis bien plus longtemps que nous ne le réalisions tous. Earl Hutchkin n'était pas un homme qu'on surprenait. C'était un homme qui attendait que le monde rattrape sa propre compréhension des choses. Raymond, lui, n'était pas homme à encaisser les affronts en silence. Quand j'ai fini de m'essuyer les mains et que je me suis dirigé vers la ferme pour me laver avant le déjeuner, il était déjà posté sur le porche. Il m'attendait. Il se tenait là, les bras croisés, la mâchoire serrée dans cette position rigide qui annonce à quiconque le connaît qu'il a déjà décidé du déroulement de la conversation avant même qu'elle ne commence. Ce qui m'a frappé en premier, ce fut le contraste visuel, presque violent, entre nous deux. Je portais mes vêtements de travail, couverts de poussière de foin et de taches de graisse, l'uniforme de celui qui a passé la matinée à genoux dans la mécanique. Raymond, lui, portait des bottes propres, pas seulement propres, mais immaculées. Ce genre de propreté indécente qui hurle qu'un homme n'a pas mis les pieds dans un champ depuis des semaines, voire des mois. C'était du cuir de ville, du cuir de représentation, pas de protection. Il me regarda comme on regarde une mauvaise herbe qui a poussé au milieu d'une allée bien entretenue, une anomalie agaçante qu'il faut arracher. Quand j'ai hoché la tête pour le saluer et que j'ai tendu la main vers la moustiquaire de la porte d'entrée, il a fait un pas de côté. Juste un petit pas, pas assez pour me bloquer totalement le passage, ce qui aurait été une déclaration de guerre ouverte, mais suffisant pour envahir mon espace, pour me faire comprendre qu'il envisageait de me barrer la route. C'était une intimidation physique, mesquine, calculée. Et puis, il a parlé. Sa voix se voulait décontractée, presque amicale, mais elle chantait le mépris. « Tu veux bien me dire ce que fait le tracteur de mon père avec ton nom dessus ?» Je me suis arrêté, la main suspendue sur la poignée de la porte. La question était un piège, formulé pour m'accuser avant même que je puisse répondre. J'ai planté mon regard dans le sien et j'ai répondu calmement. Je n'ai mis mon nom sur rien. « Raymond, ton père m'a donné la clé ce matin. Tu devras lui demander pourquoi. » Raymond a émis un petit bruit sec qui n'était pas tout à fait un rire. C'était le son que fait un homme lorsqu'il a décidé que son interlocuteur est soit un idiot, soit un menteur, et qui n'a pas encore tranché entre les deux. « C'est à toi que je le demande, » a-t-il insisté, son sourire s'effaçant pour laisser place à une dureté froide. « Et je te dis que je n'ai pas de réponse pour toi. » ai-je rétorqué. Je n'ai pas attendu sa réplique. J'ai poussé la porte moustiquaire, l'obligeant à reculer d'un pas pour ne pas être heurté, et je suis entré dans la fraîcheur de la maison. Il n'y avait rien d'autre d'honnête à ajouter. J'ai toujours eu une aversion profonde pour les conversations dont la conclusion est écrite à l'avance par l'une des parties. Raymond ne cherchait pas la vérité, il cherchait une cible pour sa colère, un coupable pour son humiliation. Et je refusais, par dignité autant que par lassitude, de jouer ce rôle dans sa pièce de théâtre. La cupidité publique est une chose laide, mais l'honneur bafoué en privé par l'incompréhension est une tragédie que je ne voulais pas alimenter. Earl était assis à la table de la cuisine, le dos droit,
figé dans cette posture d'immobilité granitique qui lui était propre. Ses mains, larges et parcheminées par le soleil, enveloppaient sa tasse de café en porcelaine blanche comme s'il était la seule source de chaleur dans cette pièce soudainement glaciale. Il a levé les yeux quand je suis entré. Un regard bref, sans jugement, avant de les reposer sur le liquide noir fumant devant lui. Il savait que Raymond me suivait. Il savait que la tempête, contenue jusqu'alors par les murs de la grange et les non-dits, venait de franchir le seuil de sa maison. Nous avons existé tous les trois dans cet espace clos pendant les 20 minutes suivantes, plongés dans un silence si complet, si dense, qu'il en devenait presque liquide. On n'entendait que le bourdonnement cyclique du vieux réfrigérateur, un son mécanique et monotone qui semblait compter les secondes de cette attente insupportable. C'était une atmosphère lourde, chargée d'électricité statique, comme l'air avant un orage doux qui refuse d'éclater. Raymond est finalement entré, la porte moustiquaire claquant derrière lui avec une violence inutile. Il a traversé la cuisine à grands pas, tiré une chaise en face de son père, et s'est assis lourdement. Le bois de la chaise a gémi sous son poids. Seul commentaire audible dans cette scène muette. Raymond respirait fort, ses narines dilatées, cherchant ses mots, cherchant un angle d'attaque. Il regardait son père, mais Earl ne levait pas les yeux. Earl continuait de boire son café, petite gorgée par petite gorgée, avec une lenteur exaspérante qui était, en soi, une forme de maîtrise absolue. Finalement, Raymond n'a plus tenu. Il a posé ses mains à plat sur la table, paume vers le bas, comme pour revendiquer le territoire du Formica, et a dit d'une voix qui tremblait légèrement sous l'effort de la retenue. « Papa, je veux comprendre ton raisonnement. » Earl a reposé sa tasse. Doucement, sans bruit, le tintement de la céramique contre la soucoupe a résonné comme un coup de gong. Il a levé les yeux vers son fils. C'était un regard long, insondable, dénué de colère mais rempli d'une lucidité terrifiante. Il a scruté le visage de Raymond, cet homme de 44 ans qui cherchait encore à être validé comme un enfant, et il a semblé peser le poids de la vérité contre le poids de la miséricorde. Puis, il a parlé. « Non, tu ne le veux pas ?» C'était tout. 5 mots. Une sentence. Il n'y avait pas d'appel possible dans cette phrase. Ce n'était pas un refus de communiquer. C'était un avertissement. C'était la reconnaissance paternelle que la vérité complète, celle qui expliquait pourquoi le fils n'était pas digne de l'héritage du père, était une arme trop brutale pour être dégainée sans tuer quelque chose d'essentiel entre eux. Earl savait que Raymond ne voulait pas vraiment entendre la liste de ses absences, de ses manquements, de ses petites lâchetés quotidiennes accumulées sur 13 ans. Il savait que Raymond voulait une justification qu'il pourrait contester, pas une vérité qui l'anéantirait. Earl s'est levé. Il a pris sa tasse, s'est dirigé vers l'évier, l'a rincé avec soin et l'a posé sur l'égouttoir. Chaque geste était précis. Final, il a essuyé ses mains sur un torchon à carreaux, a remis sa casquette sur sa tête et a marché vers la porte arrière, retournant vers la grange sans un mot de plus, laissant derrière lui une absence qui pesait plus lourd que sa présence. Raymond est resté assis à cette table, seul, le dos voûté, fixant l'endroit vide où son père s'était tenu. Son visage était affaissé, la colère laissant place à quelque chose de plus gris, de plus vieux. Je me suis éclipsé silencieusement vers le salon, car l'humiliation d'un homme, même d'un homme qui l'a mérité, reste une chose privée. Je n'avais pas été élevé pour regarder quelqu'un se briser, et à cet instant, dans le silence retrouvé de la cuisine, le bruit de l'ego de Raymond qui se fissurait était assourdissant. Ce qui a suivi, je ne l'avais pas anticipé, car j'avais commis l'erreur que les gens décents commettent souvent, supposer que parce que vous laissiez passer quelque chose, l'autre en ferait autant. Mais Raymond Hutchkin n'était pas construit pour le lâcher-prise. Il n'était pas homme à digérer une défaite en silence. Au cours des 2 semaines qui ont suivi ce mardi fatidique, il a déployé une énergie que je ne l'avais jamais vu consacrée au moindre sillon de terre. Il a travaillé le téléphone, les dîners de famille et les rencontres fortuites au bureau de poste avec une patience et une minutie presque admirables, si l'objectif n'avait pas été aussi destructeur. Ce qu'il construisait, méthodiquement, brique par brique, murmure par murmure, c'était une histoire. Une version des faits où mes 11 années de présence silencieuse n'étaient pas le fruit d'un dévouement ou d'un amour pour la terre, mais l'exécution froide d'une longue stratégie. Dans le récit de Raymond, je devenais un usurpateur patient. J'avais, selon lui, manipulé la solitude d'un vieil homme, profité de son chagrin discret pour un fils géographiquement proche mais émotionnellement distant, et utilisé cette brèche pour m'insérer dans un héritage qui aurait dû, par la loi du sang et de la nature, couler vers lui. Il a distillé cette version à ma tante Patricia, assis à sa table de cuisine, une tasse de café à la main, avec l'air accablé d'un fils inquiet pour la lucidité de son père. Il a planté la graine dans l'esprit de ma cousine Deb lors du rassemblement de Pâques, de manière presque désinvolte, entre 2 bouchées de jambon, la laissant germer toute seule. Il en a offert une version abrégée, plus virile,
à 2 voisins dont les terres jouxtaient celles d'Earl, des hommes dont l'opinion pesait lourd dans la balance sociale du comté. Je n'ai pas eu besoin qu'on me rapporte ces conversations pour savoir qu'elles avaient eu lieu. Dans une communauté rurale, les nouvelles voyagent plus vite que le vent sur la plaine, et elles sont souvent plus coupantes. J'ai senti le changement. C'était une modification subtile de la pression atmosphérique sociale. C'était la façon dont les conversations s'arrêtaient une demi-seconde trop tard lorsque j'entrais dans la coopérative agricole. C'était la façon dont certains parents, qui avaient toujours été chaleureux et directs avec moi, devenaient soudainement prudents, mesurés, leur sourire ne montant plus jusqu'à leurs yeux. Ils me regardaient désormais comme si je cachais quelque chose, comme s'ils superposaient l'image du jeune homme travailleur qu'ils connaissaient avec le portrait du manipulateur-calculateur que Raymond avait peint. Ce sentiment spécifique, celui de voir sa réputation se faire démanteler pièce par pièce dans des pièces où l'on n'est pas invité, est l'une des solitudes les plus corrosives qu'un homme puisse éprouver. C'est une violence sans échymose. Il n'y a presque rien que l'on puisse faire pour l'arrêter. Vous ne pouvez pas vous défendre contre des chuchotements sans paraître défensif et donc coupable. Vous ne pouvez pas courir après chaque conversation pour la corriger, car le simple fait d'essayer donne du crédit à la rumeur. C'est un piège parfait. Tout ce que vous pouvez faire, c'est continuer à être qui vous êtes, en espérant que la vérité finira par flotter comme de l'huile sur l'eau. Je me répétais cela chaque matin en conduisant vers la ferme d'Earl. Je gardais la tête haute, je saluais les gens qui détournaient le regard, et je me réfugiais dans le travail, car la terre, elle, ne croyait pas aux rumeurs. Mais chaque regard en biais était une petite coupure, et au bout de 2 semaines, je saignais sans que personne ne voie une goutte de sang. Earl n'a fait aucune allusion à tout cela. Il n'a donné aucune indication qu'il savait ce que Raymond tramait dans les salons et les arrière-boutiques du comté. Cela pouvait signifier 2 choses. Soit il l'ignorait totalement, soit il le savait pertinemment et avait déjà décidé que cela ne changeait rien à l'ordre des choses. Et avec Earl Hutchkin, j'avais appris depuis longtemps que ces 2 états, l'ignorance et le silence calculé, étaient presque impossibles à distinguer pour un observateur extérieur. Il existe une espèce particulière d'hommes qui vit l'essentiel de leur existence en privé, qui prennent leurs décisions les plus lourdes non pas dans des salles de conseil ou lors de réunions de famille, mais seuls, dans la lumière grise de l'aube, avant que le monde ne se soit pleinement réveillé pour exiger quelque chose d'eux. Earl était cet homme-là, si complètement que même ses proches ne voyaient que la surface de l'iceberg, jamais l'architecture complexe de pensée qui soutenait ses actions. Mais durant ces longues heures de travail solitaire, alors que je sentais le poids des regards sur moi, j'ai commencé à réexaminer le passé. Je me suis mis à tourner et retourner le silence d'Earl dans mon esprit, me demandant si l'homme qui m'avait tendu ses clés sans un mot avait toujours compris ce que ce geste allait me coûter. J'ai commencé à exhumer des souvenirs, non par nostalgie, mais comme on consulte un registre pour vérifier des comptes. Je cherchais à comprendre ce qu'il avait vu pendant ces 11 années, ce que je n'avais jamais pensé à comptabiliser moi-même parce que je ne tenais pas de score. Je me contentais d'être là, et ce que j'ai trouvé, en étalant ces souvenirs dans la clarté de ma mémoire, c'était un motif si constant qui m'a presque embarrassé. Il y avait ce matin d'avril, 3 ans plus tôt, où le genou d'Earl l'avait lâché en pleine semaille. Il n'avait rien dit sur la douleur, il avait juste commencé à ralentir, son visage devenant gris. J'avais remarqué sa démarche hachée et, sans discussion, sans drame, j'avais pris le relais sur le tracteur pendant 4 jours d'affilée pendant qu'il se reposait. Ni lui ni moi n'en avions fait une histoire. C'était juste un problème qui nécessitait une solution. Il y avait cette nuit d'octobre, l'année précédente, où une tempête s'était annoncée plus tôt que prévu. J'avais conduit jusqu'à la ferme à 11 heures du soir sans qu'on m'appelle, parce que je savais que le foin d'Earl était encore au sol et qu'il ne pourrait pas le rentrer seul avant la pluie. Nous avions travaillé dans le noir, les phares du tracteur découpant des faisceaux jaunes dans la bourrasque, luttant contre le vent jusqu'à 2 heures du matin. Une fois terminé, Earl m'avait regardé une fois, avait hoché la tête, et ce simple hochement avait pesé plus lourd que tous les discours de remerciement du monde. Il y avait ce matin de janvier glacial où j'avais roulé 40 minutes sur la glace vive pour aller chercher une pièce à Haroldbur parce que la pompe à eau avait lâché et que les bêtes avaient soif. J'avais glissé 2 fois dans le fossé, manquant de peu de versées, mais je n'avais rien raconté à Earl, car ma peur n'était pas pertinente pour la soif des animaux. La pompe avait été réparée à midi. Nous avions bu un café dans la grange, les mains réchauffées par les tasses, sans dire un mot sur ce que le matin avait exigé de nous. Aucune de ces choses ne semblait héroïque sur le moment. C'est la nature même de la présence constante. Cela ne ressemble à rien quand on le vit. C'est juste la chose suivante à faire, et on l'a fait. Mais quelque part, dans l'accumulation de ces instants banals et invisibles, un grand livre de comptes se rédige. C'est une comptabilité silencieuse, écrite entièrement en actes. Et les actes, contrairement aux mots de Raymond, ne peuvent être falsifiés. Ils ont une densité, une vérité rugueuse qui résiste à l'érosion des rumeurs. J'ai réalisé,
seul dans mon champ, que si la terre tenait un registre, alors Earl l'avait lu. Et c'était la seule vérité qui comptait. C'était un jeudi soir de fin mai, 6 semaines après que le tracteur eut roulé pour la première fois sur la terre d'Earl. L'air s'était réchauffé, porteur des promesses de l'été, lourd du parfum sucré du chèvrefeuille et de l'odeur piquante du foin en train de sécher. Le soleil, bas sur l'horizon, projetait de longs rectangles de lumière dorée à travers les portes ouvertes de la grange, transformant la poussière en suspension en une brume lumineuse. C'est dans ce décor, à la fois quotidien et étrangement solennel, qu'Earl Hutchkin a finalement rompu le silence. Il l'a fait à sa manière, sans annonce, sans cérémonie, sans la moindre indication que ce qui allait se produire bouillonnait en lui depuis des semaines, peut-être même depuis des années. Ce qui rendait ce moment remarquable n'était pas seulement ce qui allait être dit, mais la convergence des acteurs. Earl ne nous avait pas convoqués par téléphone. Il n'avait envoyé aucune invitation formelle. Il avait simplement, par une maîtrise intuitive du temps et de l'espace, créé les conditions pour que nous soyons tous les trois là. Raymond venait de passer, probablement pour vérifier quelque chose d'anodin ou pour maintenir les apparences, et je finissais de ranger les outils après une longue journée. Était-ce un hasard? Avec Earl, le hasard ressemblait souvent à une mécanique de précision dont lui seul possédait les plans. Il avait passé 71 ans à observer comment les choses et les hommes bougent et comment se positionner par rapport à ce mouvement pour les intercepter au moment critique. Lorsque Raymond est entré dans la grange, ses bottes de ville claquant sur le béton, il s'est arrêté net. Le tableau qui s'offrait à lui avait quelque chose de théâtral. Earl n'était pas en train de travailler. Il était assis sur un seau d'aliments pour chevaux renversé, près du nouveau John Deere, son chapeau entre ses mains, les coudes posés sur ses genoux. Je me tenais un peu en retrait, près de l'établi, immobile. L'expression de Raymond a traversé plusieurs états en une fraction de seconde. La surprise, le calcul, puis une sorte de décontraction forcée, un masque qu'il remettait en place précipitamment. J'ai vu Earl observer ce changement de masque. Il y avait dans ses yeux une reconnaissance calme et totale, le regard d'un homme qui voit exactement ce qu'il s'attendait à voir, sans déception ni joie, juste avec la clarté des faits. Raymond a tenté de briser la tension avec cette voix faussement légère qu'il utilisait depuis avril. Je ne savais pas que vous teniez une réunion de crise. Earl n'a pas bougé. Il n'a pas souri. Il a simplement dit, d'une voix basse qui a roulé sous la charpente de la grange comme un tonnerre lointain, « Assieds-toi, Raymond !» Ce n'était pas une invitation. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre, prononcé avec une platitude et une finalité qui ne laissaient aucune place à la négociation, ni à l'ironie. La manière dont Raymond a obéi, s'asseyant sur une botte de paille sans un mot de plus, en disait long sur ce qu'il comprenait, au fond de lui, de l'autorité réelle de son père. Malgré tout son bruit, malgré toute son arrogance d'homme d'affaires raté, il redevenait, face à ce ton, le petit garçon qui sait qu'il a franchi une ligne invisible. Earl a regardé son chapeau un instant, le faisant tourner lentement entre ses doigts calleux, comme s'il cherchait la bonne couture par laquelle commencer. Puis il a levé les yeux vers son fils. « Je sais ce que tu racontes sur James », a-t-il dit. Raymond a ouvert la bouche, une protestation instinctive montant à ses lèvres, le début d'une défense ou d'un déni. « Je n'ai pas fini », a coupé Earl. La voix n'avait pas monté d'un décibel, mais elle avait tranché l'air comme une faux. Raymond a refermé la bouche. La grange est devenue si silencieuse à cet instant que je pouvais entendre les chevaux changer de pied dans leur stall à l'autre bout du bâtiment, et le bruit lointain d'une tourterelle pleurant le crépuscule. Je voulais m'excuser, disparaître, leur laisser l'intimité de cette confrontation père-fils. Mais quelque chose dans la posture d'Earl, dans la manière dont il occupait l'espace, me disait que ma présence n'était pas accidentelle. Je n'étais pas un intrus. J'étais le témoin nécessaire. Ce qui allait être dit devait être dit devant moi, pour que la vérité soit scellée par un tiers. Alors je suis resté immobile, les yeux fixés sur les rainures du bois de l'établi, transformant la grange en un tribunal où le seul juge était aussi le seul homme qui n'avait jamais besoin de parler pour se faire entendre. Earl a pris une inspiration lente, profonde, comme s'il s'apprêtait à soulever une charge lourde. « Je sais à qui tu as parlé, Raymond, et je sais pourquoi, et je veux que tu m'écoutes très attentivement, parce que je ne vais dire cela qu'une seule fois. Je ne reviendrai jamais là-dessus. » La grange semblait retenir son souffle. Même les hirondelles nichées dans les chevrons s'étaient tues. Earl ne regardait plus ses mains. Il regardait son fils droit dans les yeux, avec une intensité qui brûlait l'espace entre eux. J'ai donné ce tracteur à James parce que James a mérité tout ce qui porte son nom sur cette ferme. Je l'ai fait parce que j'ai regardé ce garçon se présenter pour cette terre pendant 11 ans sans jamais, pas une seule fois, demander ce qu'il y avait à gagner pour lui. La voix d'Earl n'était pas forte, mais elle avait la densité du chêne séché, dur et inébranlable. Il a marqué une pause, laissant les mots s'installer dans la poussière.
Le matin où mon genou a lâché dans le champ nord, il y a 3 ans, je n'en ai parlé à personne. Mais James l'a vu à ma façon de marcher. Il n'a posé aucune question. Il a pris le relais. Il a fait le travail sans me faire sentir diminué, sans me faire sentir vieux. Un homme n'oublie pas ça. J'ai senti mes joues chauffer, non de honte, mais de cette émotion étrange d'être vu, vraiment vu, dans des moments que je croyais invisibles. Earl a ensuite tourné son regard vers le tracteur vert, puis est revenu à Raymond. Son expression a changé. Elle n'est pas devenue cruelle, mais elle s'est empreinte d'une honnêteté radicale, qui est parfois plus difficile à recevoir que la cruauté. Je lui ai aussi donné, Raymond, parce que tu es sur cette terre depuis 13 ans, et je peux compter sur les doigts d'une seule main les matins où tu étais ici avant que le soleil ne se lève, quand personne ne regardait. La mâchoire de Raymond s'est contractée violemment. J'ai vu une ombre de douleur traverser son visage, la douleur de celui qui voit son propre reflet dans un miroir qui ne peut pas briser. Earl a continué, implacable. Je veux que tu réfléchisses à ce chiffre. Je veux que tu sois honnête avec toi-même sur ce que cela signifie. Raymond a voulu parler, peut-être pour se défendre, pour invoquer ses affaires, ses tentatives, mais les mots sont morts dans sa gorge. Ce n'est pas une question d'amour. A dit Earl, sa voix s'adoucissant à peine, juste assez pour qu'on sente la fissure dans le granit. Je veux que tu l'entendes. Cela ne change rien à ce que tu es pour moi. Tu es mon fils. Il n'y a rien sur cette terre qui puisse changer cela. Mais une ferme, ce n'est pas un sentiment. Raymond, une ferme, c'est du travail. C'est une discipline. Et le travail doit aller aux mains qui ont montré qu'elles le feront quand c'est dur, quand c'est froid, quand c'est ingrat et que personne n'est là pour les applaudir. Il a pointé un doigt vers moi, sans me regarder, gardant ses yeux fixés sur son fils. Ça, c'est James. Ça a été James pendant 11 ans. Te donner ce tracteur à toi, à la place, aurait été un mensonge. Et je n'ai jamais menti à cette terre. Je ne vais pas commencer maintenant, même pour toi. Earl a remis son chapeau sur sa tête, ajustant le bord avec une lenteur délibérée. Il s'est levé du seau renversé, dépliant son corps usé par cette décennie de labeur. Il a posé une main sur l'épaule de Raymond, pas pour le réconforter, mais pour ancrer la vérité qu'il venait de délivrer. Tu es mon sang, et je t'aime complètement. Et je te dis la vérité, parce que c'est aussi cela que l'amour exige. Puis il s'est retourné et a marché vers la sortie de la grange, sa silhouette se découpant en noir contre la lumière violette du soir, nous laissant seuls, Raymond et moi, dans le silence assourdissant de la vérité nue. Raymond est resté assis sur sa botte de paille pendant un long moment après le départ de son père. Le silence qu'Earl avait laissé derrière lui n'était plus vide. Il avait désormais un poids, une densité physique. Raymond n'a pas regardé dans ma direction. Il s'est levé lentement, comme un homme qui vient de recevoir un coup violent à l'estomac et qui réapprend à respirer. Il a marché droit vers son camion, s'est assis derrière le volant et est resté là, immobile, dans l'obscurité grandissante, sans tourner la clé de contact. J'ai regardé la lumière décliner à travers la porte de la grange et j'ai écouté le silence là où ses justifications habitaient autrefois. Je pensais qu'il allait partir en trombe, qu'il allait fuir vers Lexington pour soigner son ego blessé loin de ce miroir trop honnête. Mais il n'a rien fait de tel. Et c'est là, je crois, que la véritable histoire a commencé. Dans les semaines qui ont suivi, Raymond n'a pas disparu. Il n'a pas coupé les ponts. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus surpris, car cela révélait quelque chose sur lui que son comportement des 6 dernières semaines avait masqué. Sous l'entitlement et le bruit, il y avait encore un fils qui aimait son père. Il y avait un homme qui, peut-être, avait toujours aimé l'idée de la ferme plus que le travail de la ferme, ce qui est une distinction cruciale, mais pas impardonnable. Raymond a commencé à changer. Pas de manière dramatique, pas avec des excuses larmoyantes ou de grandes déclarations de réforme. Il a changé par incrément, silencieusement, comme un homme qui a décidé, après la douleur initiale de se regarder en face, de prendre au sérieux ce qu'il a vu. J'ai remarqué sa camionnette dans l'allée plus tôt le matin. Pas à 5 heures, certes, mais plus à midi. Il a commencé à poser des questions à Earl. De vraies questions. Plus de vantardise, plus de performance pour un public imaginaire. Il demandait pourquoi on drainait tel champ, pourquoi on alternait le soja et le maïs de cette façon. Et Earl répondait, avec la même économie patiente qu'il appliquait à tout. Il n'y avait aucune fanfare, aucune reconnaissance explicite que quelque chose avait changé. Juste un père répondant aux questions de son fils sur la terre qu'il partageait. J'ai respecté cet espace en restant en dehors, car cette réconciliation, aussi fragile et discrète fut-elle, leur appartenait entièrement. Les murmures que Raymond avait semés dans la communauté sont éteints comme des herbes folles privées d'eau. Quand celui qui propage le poison cesse de le verser, la source tarit d'elle-même. Les voisins, ma tante, les cousins ont retrouvé leur aisance avec moi.
Non pas parce que quelqu'un a fait une annonce officielle pour blanchir mon nom, mais parce que l'histoire que Raymond racontait a simplement cessé d'être racontée. Et en son absence, la vérité de mes 11 années de travail a repris ses droits, calmement, inévitablement, comme la roche fait apparaître toujours après la fonte des neiges. Earl n'a jamais reparlé de cette soirée dans la grange. Il n'a jamais cherché à savoir ce que je ressentais. Il avait agi, et pour lui, l'acte se suffisait à lui-même. Mais ce que j'ai gardé de tout cela, ce que je porte encore aujourd'hui quand je monte dans la cabine de ce John Deere au petit matin, c'est une réflexion sur la cruauté et la miséricorde d'être véritablement vu. La cruauté, parce que vous ne pouvez pas contrôler ce que l'autre voit, vous ne pouvez pas éditer vos défauts ou présenter seulement votre meilleur profil. Et la miséricorde réside dans le fait que lorsque quelqu'un vous voit complètement, voit vos fatigues, vos doutes, vos efforts invisibles dans le froid et la boue, et choisit quand même de vous faire confiance, cette confiance a une valeur inestimable. La clé qui pesait dans ma poche n'était pas un cadeau. Ce n'était pas une récompense. C'était un témoignage. C'était la façon d'Earl de dire « J'ai regardé, je sais ». Et ce savoir, exprimé dans la seule langue qu'Earl Lutchkin avait jamais vraiment parlé, celle de l'action juste, valait plus que tous les mots du dictionnaire. La seule audience qui compte vraiment, finalement, est celle qui est là quand personne d'autre ne regarde dans le calme ordinaire des jours sans gloire. C'est la terre elle-même, et parfois, si l'on a de la chance, un vieil homme silencieux qui sait faire la différence entre l'ombre et la lumière. Si cette histoire de terre, d'honneur et de vérité silencieuse a résonné en vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner pour d'autres récits et à la partager avec ceux qui comprennent la valeur du travail bien fait. Merci de m'avoir écouté.